Bonsoir à tous, bienvenue dans la rétrospective environnementale de cette semaine. Au sommaire, le Togo s'active pour ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Ce dispositif permettra au pays de mieux protéger ses côtes et ses ressources marines. Malgré ses énormes potentiels inexploités, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis environnementaux. La jeunesse du continent s'engage à jouer un rôle clé dans la construction d'un monde plus durable. Les explications tout à l'heure. Nous serons au Nigeria où l'État de Lagos interdit l'utilisation et la distribution du polyester jusqu'à nouvel ordre. D'autres plastiques à usage unique sont aussi concernés par cette décision. Qu'est-ce qui la motive? Vous le saurez. Voilà pour les titres. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Le Togo veut mieux protéger au mieux ses côtes et ses ressources naturelles. Pour ce faire, le pays tend vers la ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Une démarche audacieuse qui témoigne de l'engagement du pays envers une économie maritime durable. Irène Papadia. Lors du Conseil des ministres tenu le 10 janvier dernier, une vague de changements a été amorcée par l'autorisation donnée au ministère de l'économie maritime et de la pêche et de la protection côtière de ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Ce geste d'autorisation symbolise une conscientisation à la surveillance des subventions pouvant entraîner la surexploitation des ressources halieutiques. L'acte posé par l'exécutif représente une initiative marquante, soulignant la reconnaissance de l'importance cruciale des écosystèmes marins et de la préservation des stocks de poissons. Le ministre en charge de l'économie maritime, Edem Tanguay, a témoigné de l'engagement ferme du gouvernement envers la protection des ressources marines et de sa volonté de contribuer à la préservation des écosystèmes marins à l'échelle mondiale. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, instrument international de régulation, vise à éliminer les aides contribuant à la capacité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi qu'à la surexploitation des stocks de poissons. La ratification de cet accord par le Togo serait une avancée significative, alignant les pratiques nationales avec les normes internationales. Elle met en exergue l'engagement du pays en faveur de la transparence et de la durabilité, tout en ouvrant la voie à des opportunités d'amélioration des pratiques de pêche et de gestion des ressources naturelles. L'assainissement des subventions devrait permettre au secteur de la pêche d'être plus équilibré et équitable. Cela pourrait assurer une meilleure distribution des revenus aux pêcheurs locaux, réduire les pratiques de pêche préjudiciables et favoriser une compétitivité économique dans les normes internationales. La révision des subventions à la pêche attendue de cette ratification annonce une ère de prospérité pour les communautés côtières du Togo et une conservation accrue de leur biodiversité marine. La mise en œuvre effective de cet accord requerra une collaboration intersectorielle et un renforcement des capacités institutionnelles et humaines. Il sera donc essentiel de sensibiliser et de former les acteurs du secteur à ces nouvelles normes pour garantir une adoption intégrale. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière se trouve face à un défi de taille pour traduire cet accord en actions concrètes qui bénéficieront tant à l'économie qu'à l'environnement maritime togolais. Avec ce pas résolu vers la ratification de l'accord de l'OMC, le Togo s'engage dans un courant novateur de gestion de ses ressources maritimes. En équilibrant les impératifs économiques et environnementaux, le pays navigue vers un futur plus durable. Il sent son rôle de précurseur dans la conservation des océans au sein des régions ouest-africaines. Le réchauffement climatique continue avec ses effets dévastateurs partout dans le monde. Au Togo, le premier trimestre de l'année 2023 a été marqué par une série d'aléas climatiques entraînant des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. On fait le point avec Irène Papadina. Selon le dernier bulletin trimestriel paru par l'Agence nationale de la protection civile, ANPC,
Les incendies, les vents violents et les éboulements ont causé la mort de 97 personnes et ont touché près de 118 404 personnes, dont 13 blessés au Togo. En plus des pertes en vies humaines, ces incendies ont également endommagé 1337 cases et détruit 220 054 hectares de champs, entraînant des conséquences économiques importantes pour les communautés locales. Les données compilées dans le document indiquent également que des vents violents ont également causé la destruction de plusieurs infrastructures avec 45 écoles, 12 églises, 2 marchés et 2 services endommagés. Ces dégâts ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des communautés locales, en particulier sur l'éducation et les services publics. Bien que le nombre de décès n'ait pas encore été précisé, ces événements ont eu un impact significatif sur les communautés touchées sur le plan physique, moral, économique et social. Les maisons ont été détruites, les infrastructures ont été endommagées et les familles ont été déplacées, créant une situation d'urgence humanitaire. Il est essentiel de renforcer la mesure de prévention et d'adaptation pour atténuer les effets de ces aléas climatiques et protéger les populations vulnérables. L'ANPC assure la supervision des opérations de secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophe. Des exercices de simulation sont régulièrement organisés pour préparer toutes les parties impliquées à toute éventualité. Jusqu'au mois de mars prochain, la côte togolaise sera sujette à des conditions marines particulières. Ceci est causé par l'insuffisance des alizés tropicaux affaiblis par la prévalence des effets d'harmattan, un vent sec et poussiéreux provenant du Sahara. Léon Sabo. L'harmattan est un phénomène météorologique saisonnier qui est caractérisé par un vent sec et poussiéreux. Il souffle du Sahara vers le golfe du Guinée. De janvier à mars 2024, les alizés tropicaux, qui sont des vents réguliers soufflant de l'est vers l'ouest, seront affaiblis par l'harmattan. Ceci entraînera des changements très remarquables dans les conditions météo marines de la région. Cette influence sera particulièrement ressentie tout au long de la côte togolaise. L'un des principaux effets de l'harmattan sur nos côtes est la réduction de la vitesse des alizés. Or, ces alizés jouent un rôle important dans la régulation des courants marins et des vagues le long de la côte. Lorsque ces vents sont affaiblis, les courants peuvent devenir moins prévisibles et les vagues moins puissantes. Cela peut ainsi avoir des impacts sur les activités maritimes telles que la pêche, la navigation et les sports nautiques. En plus des changements dans les conditions marines, l'harmattan apporte aussi des modifications dans la météo de la côte togolaise. Ils peuvent occasionner la chute des températures de façon marquante et créer des conditions plus fraîches et sèches. Il est également possible de voir la visibilité se réduire en raison de la poussière dans l'air. Il est à noter que ces changements auront des conséquences sur l'agriculture, la santé et le bien-être des populations locales. Les membres de l'association Vie Précieuse Togo, en collaboration avec les acteurs de développement et les comités villageois de développement dans la commune d'Agoy-Niveau 2, ont organisé une activité de salubrité samedi dernier. À travers le sport, ces acteurs ont participé au ramassage des ordures, de quoi encourager la population, notamment les femmes, à protéger l'environnement. Irène Papadina. Initié par l'ONG Avib Togo et les membres du CVD de Haondjokopé, ce projet de la lutte contre la pollution a été financé par le district autonome du Grand Lomé avec le soutien de l'Agence française de développement. Elle vise à promouvoir la pratique du sport chez les femmes pour prévenir les maladies cardiovasculaires et favoriser leur bien-être. De plus, il encourage l'engagement des femmes dans le maintien de la propriété de leur environnement en les sensibilisant au ramassage des déchets dans les rues. Dina Gewano, coordinatrice nationale de l'ONG Avib Togo, souligne que l'activité se déroule chaque deuxième et dernier samedi du mois dans plusieurs quartiers de la commune de Legbasito. Les participants, notamment les femmes et les élèves, se mobilisent avec le soutien de la mairie de la Guenivé 2 et les CVD pour rendre leur quartier propre en éliminant les dépotoirs sauvages.
Au cours de cette journée, les femmes et les jeunes ont nettoyé les rues du quartier, éliminant plusieurs grands et petits dépotoirs sauvages et ont profité de l'occasion pour pratiquer le jogging et les étirements. À la suite du ramassage des déchets, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de pratiquer régulièrement le sport pour maintenir leur santé. Ils ont également été encouragés à éviter la création des dépotoirs sauvages dans leur quartier avec l'invitation à signer des contrats avec des sociétés de prélèvement des ordures. Dans le cadre de ce projet, l'ONG Avib Togo a établi un partenariat avec une société de ramassage d'ordures pour faciliter l'élimination des déchets. La journée s'est conclue par une session de sensibilisation à l'intérieur du collège Rosignol où les participants ont été informés sur la gestion des déchets plastiques et ménagers et ont été incités à s'inscrire auprès des services de ramassage pour éviter la création des dépotoirs sauvages. L'ONG continue de jouer un rôle essentiel dans le développement durable en impliquant activement la gente féminine comme actrice du développement depuis sa création en 2015. L'État de Lagos au Nigeria a annoncé l'interdiction de l'utilisation et la distribution du polyester. D'autres plastiques à usage unique sont aussi concernés par cette décision avec effet immédiat dans le pays. Léon Sabo. Le commissaire nigérien à l'environnement et aux ressources en eau, Tokundo Wahab, a annoncé que cette décision avait été prise suite à la menace des plastiques à usage unique, en l'occurrence le polystyrène non biodégradable qui pèse sur l'environnement. Il a déclaré que grand nombre de canaux de drainage de l'État est souvent bouché par des tas de polystyrène en raison de distribution et d'utilisation abusive, et ce malgré les réguliers nettoyages et évacuations. Le commissaire Wahab a ordonné à l'Autorité nationale de gestion des déchets, LAWMA, et Quick Against Indiscipline K de mettre en œuvre l'interdiction immédiatement. Pour empêcher toute distribution ultérieure, il a demandé aux deux agences de réprimer les producteurs et les distributeurs. Il conseille également aux producteurs, distributeurs et utilisateurs finaux d'emballage en polystyrène de prendre cette règle au sérieux et de trouver des palliatifs sous peine de sanctions et amendes comme la mise sous scellé de leurs locaux. Il avertit qu'ils devront prendre en charge les coûts de nettoyage quotidien de leurs produits qui s'élèvent à des dizaines de millions de naira par jour. Il souligne que l'État de Lagos ne peut être prisonnier des intérêts économiques de quelques riches propriétaires d'entreprises contre des millions de Lagosiens qui subissent les conséquences du déversement des plastiques à usage unique et d'autres types de déchets. Il a suggéré aux consommateurs et aux résidents de boycotter ces plastiques et d'adopter l'utilisation des contenants alimentaires et bouteilles d'eau réutilisables pour les nourritures et boissons. Au Sénégal, le parc national du delta du Saloum abrite une immense forêt de mangroves. Alors qu'elle recule dans les pays voisins, la mangrove gagne du terrain depuis plusieurs années dans le pays grâce aux efforts des habitants et d'associations écologiques. Vivas Ama. Situé dans le sud du Sénégal, le parc national du delta Saloum est probablement la plus belle région du pays. Il abrite une immense forêt de mangroves traversée par d'innombrables canaux. Alors que les mangroves sont menacées partout dans le monde par la montée des eaux, la pollution et la déforestation, les populations sénégalaises ont réussi à les protéger. Dans la mangrove sénégalaise, les paléotuviers des arbres qui poussent dans l'eau forment un labyrinthe qui fonctionne comme un rempart naturel. La mangrove représente aussi un coin paradisiaque pour la biodiversité. Les poissons ou les coquillages se reproduisent dans les eaux environnantes. Les habitants de la région y trouvent leur subsistance pour en tirer profit. Pour être sûr que la mangrove se répande, les jeunes enfants sont organisés pour planter des palétuviers afin d'aider cette forêt aquatique à s'agrandir. Pendant ce temps, la mangrove recule dans les pays voisins et les efforts des habitants des associations pour la protéger ont porté leurs fruits car elle gagne du terrain depuis plusieurs années au pays de la Tiringa.
La compagnie minière Envo Mining est le plus grand producteur ouest-africain d'or. Elle a produit 1,7 million d'onces pour l'année 2023 avec ses 4 mines en exploitation dans la région, notamment entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Elle vise désormais plus de production d'onces pour les années à venir. Suivons. Depuis quelques années, certains pays de la sous-région, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont décidé de déployer leur plein potentiel pour exploiter convenablement leur inestimable gisement d'or. Pour l'exploitation du gisement, la compagnie minière canadienne Envo Mining, consciente du potentiel de ces 3 pays, a su se positionner afin de réaliser de bonnes affaires. À l'espace de quelques années, l'entreprise minière est devenue le plus grand producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Elle a donc décidé de faire le bilan financier et opérationnel de son exploitation pour l'année 2023. Elle a enregistré une production de 1,7 million d'onces sur ses 4 mines en activité dispatchées entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un résultat atteint grâce à la production record enregistrée sur les mines d'or de Houndé au Burkina Faso et de Ity de la Côte d'Ivoire. Elles ont respectivement livré 312 000 et 324 000 onces l'année dernière contre 295 000 et 313 000 onces en 2022. Pour cette année 2024, Envo Mining vise une production comprise entre 1,13 et 1,27 million d'onces grâce à l'entrée en production de la mine d'or ivoirienne Lafigué et grâce à l'agrandissement de la mine d'or sénégalaise Sabodala Massawa. La municipalité méridionale de Mombasa, exposée aux risques climatiques, veut donner de l'exemple en matière de résilience aux autres villes du Kenya. Pour ce faire, elle a lancé une plateforme dénommée Booster d'adaptation locale de la ville avec l'appui de l'Allemagne. Qu'est-ce qui sera fait via cette plateforme? Les éléments de réponse avec Alexandra Adekambi. Au Kenya, le comté de Mombasa, situé à 485 km de Nairobi, est régulièrement la cible de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des inondations qui détruisent les infrastructures et les moyens de subsistance des populations. Ainsi, la municipalité vient de lancer l'initiative Booster d'adaptation locale de la ville LAB. La plateforme technologique est soutenue par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement GIZ. Elle a été fournie par l'Institut kenyan de recherche sur la mer et la pêche et le cabinet technique MDF Trading and Consultancy. Le lab permettra précisément de co-développer et co-concevoir des solutions concrètes pour le défi complexe de l'adaptation climatique de la ville à travers l'utilisation optimale des ressources pour la durabilité. Cet outil permettra également d'exploiter les connaissances mondiales et locales pour s'attaquer aux problèmes des inondations urbaines. Au terme de la phase expérimentale qui devrait durer 1 an, le lab fournira des solutions et des résultats qui seront transmis à différents acteurs tels que les agents municipaux travaillant sur l'environnement, les écoles, les ONG, le secteur privé ainsi que la société civile. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne avec les recommandations de la Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne. Mombasa n'a pas échappé aux inondations meurtrières qui ont duré près de 2 mois dans toute la Corne d'Afrique à cause des précipitations abondantes accentuées par le phénomène El Niño. De nombreuses familles ayant perdu leurs maisons et leur bétail dans les eaux ont été contraintes de regagner les régions kenyanes moins affectées. Cette situation de vulnérabilité qui concerne également plusieurs autres villes africaines devrait bientôt cesser grâce aux capitaux mobilisés par les plateformes d'élus locaux. Pour sa part, le C40 a levé jusqu'à 410 millions de dollars auprès des fondations et des partenaires au développement lors de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 qui s'est tenue en novembre 2023 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ces fonds serviront essentiellement au financement de la résilience face aux catastrophes naturelles et des projets verts en milieu urbain. La délégation de l'Union européenne à Brazzaville a saisi l'Association technique internationale des bois tropicaux pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'appui au secteur privé. L'objectif est de favoriser l'implication des entreprises du secteur forestier dans la gestion responsable des forêts au Congo. Alexandra Adekambi nous en dit plus.
Redorer le blason de l'exploitation forestière au Congo, c'est ce à quoi s'attelle l'Association technique internationale des bois tropicaux, ATIBT. Dans un communiqué, l'organisation qui assure la mise en œuvre des projets internationaux dédiés à la gestion durable et responsable des forêts tropicales dit avoir été sollicitée à cet effet par la délégation de l'Union européenne à Brazzaville. Pour l'Union européenne, la filière bois congolaise est souvent l'objet de préjugés à cause de la méconnaissance des efforts entrepris en matière de gestion durable des forêts. Pour améliorer la perception sur la filière bois congolaise, l'ATIBT a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre le projet d'appui au secteur privé au Congo. Cette initiative vise à améliorer la gouvernance forestière en renforçant les capacités des associations professionnelles ainsi que les entreprises du secteur forestier opérant dans ce pays d'Afrique centrale. L'objectif est de favoriser leur implication dans la gestion responsable des forêts conformément à l'accord partenariat volontaire signé entre le Congo et l'UE en 2010. À travers ce projet, il est surtout question pour la TIBT de susciter un changement de perception en montrant que les entreprises forestières, loin des stéréotypes, sont engagées dans une démarche responsable. En promouvant ces actions positives, l'objectif est de créer une dynamique favorable à une plus grande reconnaissance des efforts entrepris par le secteur privé forestier pour assurer la pérennité des forêts du Congo, tout en encourageant la diversification et la valorisation des ressources forestières moins exploitées. Une étude publiée le 13 janvier 2017 par une équipe d'experts révèle en effet qu'entre 2000 et 2013, l'Afrique a vu disparaître 101 000 km², soit 10% de ses paysages forestiers intacts. Une situation qui concerne à plus de 90% les forêts du bassin du Congo, la seconde forêt tropicale du monde. Et l'étude conclut qu'à ce rythme, tous les pays du bassin du Congo, à l'exception de la République démocratique du Congo, verront disparaître l'ensemble de leurs paysages forestiers intacts au cours des 60 prochaines années, ce qui représentera une catastrophe écologique. Alors que le stress se poursuit au Maroc, le roi Mohamed V prend de nouvelles mesures pour atténuer le stress hydrique. Il s'agit notamment de la mise en place d'équipements d'urgence pour le transport et la distribution des ressources d'eau douce encore disponibles dans le pays. Précision Alexandra Adekambi. La situation hydrique critique du Maroc était à l'ordre du jour lors de la séance de travail initiée par Mohamed VI, le roi du royaume chérifien. Pendant cette rencontre, Mohamed VI a déploré le déficit de précipitation de 70% enregistré par le Maroc entre septembre 2023 et janvier 2024, ainsi que la baisse du taux de remplissage des barrages avant de prendre une panoplie de mesures pour relever le défi de la sécurité hydrique au cours de cette année et des années à venir. Dans un premier temps, le monarque du Royaume d'Afrique du Nord recommande la mobilisation optimale des ressources au niveau des barrages des puits et des stations de dessalement existantes au Maroc, la mise en place d'équipements d'urgence pour le transport et l'approvisionnement en eau, la restriction de l'utilisation de l'eau d'irrigation et la réduction du débit de distribution à chaque fois que la situation l'exige. Ces mesures visent à relever le défi de la sécurité hydrique, notamment en assurant l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation dans toutes les régions du royaume. Conformément aux directives royales en 2024, plusieurs projets et programmes d'approvisionnement en eau devraient également recevoir un coup d'accélérateur au Maroc. Parmi ces initiatives figure le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2027 qui permettra d'accélérer les investissements afin de renforcer l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation et ainsi renforcer la résilience du Maroc face à la baisse des précipitations qui impactent la nappe phréatique. Lors de la réunion de travail, le roi du Maroc a également appelé à une communication transparente et régulière avec les Marocains sur l'évolution de la situation de l'eau et les nouvelles mesures urgentes qui seront mises en œuvre, tout en sensibilisant le public à l'importance d'économiser et de lutter contre toute forme de pollution et de gaspillage de la ressource d'eau douce.
L'Algérie est désormais le premier pays exportateur du gaz naturel liquéfié en Afrique. Selon un rapport publié dimanche dernier par l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, le pays a exporté en 2023 un total de 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié contre 10,2 millions de tonnes exportées en 2022. Une excellente performance qui a permis au pays de dévancer le Nigeria. Suivant. L'Algérie surclasse le Nigeria et devient le nouveau plus grand exportateur du gaz naturel liquéfié en Afrique. Selon le rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, le pays a exporté en 2023 un total de 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié contre 10,2 millions de tonnes exportées en 2022, soit un taux croissant annuel de 21,1%, le taux le plus élevé à l'échelle arabe. Le rapport indique également que l'Algérie fait partie des pays jouissant de relations stratégiques avec ses collaborateurs européens ainsi qu'une grande crédibilité qui s'étend depuis des décennies en matière d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié et de gaz par pipeline. Ceci grâce à ce qu'elle possède comme infrastructure d'exportation de stations de liquéfaction à Skikda et Arzéou. La liste des grands importateurs de gaz naturel liquéfié algériens compte également la France qui occupe la deuxième place avec 3,2 millions de tonnes, l'Italie en troisième place avec un total de 1,8 million de tonnes, l'Espagne en quatrième place avec un total de 1,4 million de tonnes, ainsi que la Chine avec un total de 0,4 million de tonnes. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique regorge d'un potentiel inexploité. Le continent est cependant confronté à de nombreux défis environnementaux tels que le réchauffement climatique, la dégradation des terres et la pollution. Face à la situation, la jeunesse africaine s'engage à jouer un rôle clé dans la construction d'un monde plus durable. Irène Papadir. Le continent africain est responsable de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre et est plus vulnérable aux effets du changement climatique. La hausse des températures, la recrudescence des inondations aggrave l'insécurité alimentaire et ralentit le développement socio-économique. Pour accélérer le développement de ce continent qui possède 60% des terres arables de la planète et 40% du potentiel mondial d'irradiation solaire, l'Union africaine appelle la jeunesse à œuvrer davantage à la protection de l'environnement et à la promotion de l'économie durable. Arsène Yambé, directeur de l'environnement durable et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine, souligne les opportunités d'emploi durable pour les jeunes. En Afrique, les personnes âgées de moins de 25 ans constituent plus de 60% de la population. Selon les experts, cette population devrait accroître pour atteindre 2,5 milliards d'ici 2050 contre 1,4 milliard aujourd'hui. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063, l'Union africaine présente un programme de développement axé sur la jeunesse à travers des investissements ciblés dans l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat. Prudence Ngueya, de la direction Femmes, Genre et Jeunesse de la Commission de l'Union africaine, appelle à la formation et à l'éducation des jeunes pour saisir les opportunités de l'économie verte. Les efforts de la jeunesse pour accompagner l'Union africaine dans son plan d'action pour la relance verte sont déjà perceptibles. Entre la conception des appareils médicaux alimentés à l'énergie solaire au Nigeria, la transformation des déchets organiques en charbon écologique au Cameroun et la transformation du plastique en pavé écologique au Kenya, les jeunes africains sont à l'origine de nombreuses innovations durables. Toutes ces initiatives sont à l'origine de la création d'emplois et de la promotion des infrastructures résilientes et abordables à travers le continent. Une opportunité à saisir par les gouvernements africains, la société civile et les organismes de développement pour contribuer pleinement au développement durable et façonner un avenir meilleur.
Dans le reste de l'actualité, l'Europe perd sa fraîcheur depuis quelques années. Déjà au début de cette année 2024, le vieux continent se déshydrate et ses terres s'assèchent un peu plus qu'auparavant. D'après une récente étude scientifique, un tiers du sol européen se trouve dans une sécheresse record depuis 2018. Pour en parler, Vivas Amana. L'Europe est assoiffée depuis quelques années et la situation semble empirer. La sécheresse des sols est descendue début janvier à son plus bas niveau depuis avril 2018 en Europe et surtout le littoral méditerranéen. D'après l'Observatoire européen de la sécheresse, le tassement des sols concernait 19,6% du territoire européen et les côtes méditerranéennes entre le 1er et le 10 janvier de cette année. Une proportion qui passe sous la barre des 20% pour la première fois depuis 6 ans. En 2023, la sécheresse des sols a atteint un pic en Europe avec 49,2% des terres affectées au milieu de l'année. Déjà au début des mesures par l'Observatoire européen de la sécheresse entre 2012 et 2017, l'Europe n'avait jamais connu de tels épisodes. En début de cette année, la sécheresse se concentrait sur le sud et le nord du continent. Sur la côte méditerranéenne, 51% des surfaces étaient touchées, en Grèce, 55% en Italie, 35% en Espagne et la quasi-totalité de l'île de Chypre. Au nord de l'Europe, la sécheresse touche 53% de la Norvège, 86% de l'Islande et 89% des îles Féroé. Paradoxalement, cette sécheresse ne concernait début janvier que 7% du territoire français métropolitain, 0,3% du territoire allemand et 0% du territoire polonais. Pour l'Hexagone, cette situation s'est accompagnée d'une amélioration de l'état des nappes phréatiques, car plus de la moitié d'entre elles étaient au-dessus des normales en décembre dernier, selon le Bureau de recherche géologique et minière. Quand la chaleur s'installe dans la fraîcheur, l'effet est très désagréable. C'est la triste situation climatique qui prévaut depuis quelques jours en Espagne. Les températures caniculaires sont enregistrées actuellement en plein hiver avec un record de 30 degrés Celsius. Le point avec Vivas Amman. Alors qu'ils devaient être couverts de blousons et de manteaux contre le froid, les Espagnols sont plutôt exposés à une forte chaleur en cette fin du mois de janvier 2024. En fin de semaine dernière, la région du sud de l'Andalousie avait été particulièrement touchée avec des températures avoisinant les 30 degrés Celsius, une vague de chaleur extrême inhabituelle digne du début de l'été en plein hiver. Les pluies sont par ailleurs rares dans certaines régions. Depuis 3 ans, la ville de Barcelone connaît une sécheresse. Des messages de prévention s'affichent dans la ville catalane au point que les autorités ont déclaré l'état d'urgence. D'un autre côté, les nappes phréatiques s'assèchent et l'eau se fait rare. Certaines personnes sont obligées de remplir des bouteilles d'eau pour s'hydrater. Une situation propre à l'été en milieu d'année et qui a amené les autorités à mettre en place des mesures restrictives. Selon certains chercheurs, cette chaleur en plein hiver qui touche également le sud-est de la France est provoquée par la présence d'un puissant anticyclone au-dessus de la Méditerranée. Néanmoins, il n'y a pas encore d'étude qui ait évalué la tendance à long terme de ce type d'événement, mais il est clair que ce type de situation anormale se produisent assez fréquemment. Et pour finir, les lacs et les rivières sont des écosystèmes d'eau douce précieux pour la vie humaine et animale, de même que pour la planète, essentiels pour l'eau potable, l'irrigation et l'hygiène, entre autres. Ces écosystèmes d'eau douce sont confrontés à de nombreuses menaces. Leur préservation reste aujourd'hui une priorité environnementale. Les rivières et les lacs sont confrontés à de nombreuses menaces au monde. Alors que nous dépendons des écosystèmes d'eau douce pour l'eau potable, l'irrigation des cultures et l'hygiène, cette crise est quelque peu éclipsée par d'autres urgences environnementales comme la déforestation ou la pollution plastique. Pendant longtemps, la protection des cours d'eau était considérée comme relevant de la protection terrestre. L'on pensait qu'en protégeant les terres, les cours d'eau qui les traversaient seraient eux aussi protégés, même si des preuves accablantes démontrent qu'une telle approche n'a généralement pas l'effet escompté. Mais l'heure est au changement. Les enjeux relatifs aux écosystèmes d'eau douce prennent en ampleur dans les programmes de conservation. Alors que des études continuent régulièrement d'exposer la triste réalité, les scientifiques jugent que les avantages écologiques et économiques des cours d'eau en bonne santé sont de plus en plus évidents, tout comme les solutions pour y parvenir. Il est cependant nécessaire d'agir afin de sauver ces écosystèmes essentiels à la survie des animaux et des hommes.
Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.